Prolongation à ce jeudi des élections générales au Soudan. Faible participation au scrutin. 2 candidats se retirent de la course. Les attaques xénophobes ont éclaté la nuit dernière à Johannesburg. Des magasins pillés, des personnes blessées, le bilan n'est pas négligeable. Reprise des bombardements aériens contre les FARC en Colombie. Une réponse à l'attaque de la guérilla ayant tué 10 soldats. Bonsoir chez vous et bienvenue dans ce journal. Faible participation au scrutin qui devrait reconduire Omar El-Béchir à la tête de l'État. Alors que 2 candidats se sont retirés dénonçant des irrégularités, les élections générales au Soudan ont été prolongées à ce jeudi. La commission électorale a décidé de repousser encore d'un jour la fin des élections présidentielles et parlementaires. Arrivé au pouvoir en 1989 à la faveur d'un coup d'État et âgé de 71 ans, Omar El-Béchir est assuré d'être réélu. De ce fait, très peu d'électeurs se sont rendus aux urnes. Les candidats indépendants Omar Awad Al-Karim et Ahmed Radish ont tous deux déclaré se retirer de l'élection suite à des irrégularités constatées lors du scrutin. À l'approche des élections législatives et présidentielles de mai et juin, le Burundi semble s'acheminer sur la voie de la violence et de l'intimidation. Le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme a mis en garde mercredi contre toute forme de violence. Depuis plusieurs mois, la communauté internationale s'inquiète ouvertement du climat d'intimidation et d'exaction au Burundi, pays à l'histoire politique jalonnée de massacres entre majorité Hutu et minorité Tutsi, et qui peine à panser les plaies d'une longue et sanglante guerre civile à l'approche des élections présidentielles et législatives. Les autorités burundaises ont été appelées par le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme à sévir contre la Ligue des jeunes du parti au pouvoir qualifié de milices et de groupes dangereux et accusés d'opérer de plus en plus agressivement et en toute impunité. Le climat de tension observé dans le pays est alimenté par une hausse du harcèlement pour des motifs politiques, des intimidations et des actes de violence ainsi que par une hausse des discours haineux. Un climat qui n'est pas favorable à des élections libres et transparentes. Précisons que l'éventuelle candidature du président sortant Pierre Nkurunziza à un 3e mandat, que ses opposants estiment inconstitutionnel et qui constitue des réserves jusqu'au sein de son propre parti, le CNDD-FDD, cristallise actuellement les tensions. Un congrès du CNDD-FDD doit désigner d'ici fin avril son candidat à la présidentielle. Les partis pro-Compaoré ont annoncé mercredi avoir saisi le Conseil constitutionnel pour tenter d'invalider le nouveau code électoral voté début avril au Burkina Faso. Un code qui interdit aux partisans du président déchu d'être candidats aux élections d'octobre. Cette loi, promulguée vendredi par le président Michel Kafando, fait référence à la tentative de révision de la Constitution de fin octobre 2014 destinée à permettre à Blaise Compaoré de se maintenir au pouvoir et qui avait finalement causé sa chute à l'issue d'une insurrection populaire. Lundi, l'ambassadeur des États-Unis au Burkina Faso a appelé à ce que tous les courants politiques participent aux élections d'octobre qui doivent être coordonnées, consensuelles et inclusives. Parlons xénophobie à présent. Des violences à caractère xénophobe ont éclaté tard mercredi soir dans un faubourg de Johannesburg en Afrique du Sud. Magasins pillés et des personnes blessées, les dégâts ne sont pas inaperçus. Entre 1000 et 2000 personnes ont dû fuir leur logement à Durban et trouver refuge dans des camps gardés par la police depuis que cette ville d'Afrique du Sud est en proie à une vague d'agressions et de pillages xénophobes. Reportage. Les violences xénophobes continuent en Afrique du Sud. Le mercredi soir, les étrangers ont reçu la visite des extrémistes. Les suspects sont entrés dans des magasins tenus par des étrangers et 2 personnes ont été blessées dans ces incidents, a indiqué un communiqué de la police qui précise que 6 personnes ont été arrêtées pour violences publiques et violation du domicile. L'ANC, le parti au pouvoir en Afrique du Sud, et le prince traditionnel des Zoulous ont condamné mercredi les violences xénophobes qui ont secoué la ville de Durban depuis plusieurs jours et qui s'étendent à Johannesburg.
L'environnement est très volatile, malsain et dégradé. En fait, les contributions positives que les ressortissants étrangers apportent à notre pays en termes d'amélioration de notre développement économique à travers divers investissements en fournissant des compétences essentielles prendront un coup. Mercredi dans la journée, la situation s'était calmée à Durban. Comme à Soweto en janvier, les violences avaient démarré par le pillage des shops tenus par des étrangers. Plusieurs étrangers ont fui les violences et ont trouvé refuge au commissariat de police le plus proche. La plupart des ressortissants étrangers dans notre pays ont des papiers et ceux qui n'ont pas de papiers sont une minorité. Et donc, les ressortissants étrangers en Afrique du Sud qui travaillent grâce à des visas de travail, des visas spéciaux ou qui investissent dans l'économie sud-africaine sont en train de payer les impôts. D'autres incidents similaires ont été signalés à Johannesburg. Ces incidents font suite à plusieurs journées de violence à Durban, sur la côte est du pays, dans lesquelles au moins 6 personnes ont trouvé la mort. Une situation qui préoccupe l'Union africaine, dont la présidente de la Commission est sud-africaine. Madame Nkosazana Dlamini-Zuma est très inquiète, mais elle sait que ce n'est pas une décision ni la position officielle du gouvernement sud-africain et ce n'est pas non plus l'opinion de la majorité des Sud-Africains. La police a annoncé par ailleurs que le centre opérationnel national chargé de la lutte contre ces violences serait actif 24 heures sur 24 pour coordonner la réponse des forces de l'ordre à l'actuelle vague d'attaques violentes contre les ressortissants étrangers. Des officiers de renseignement ont également été déployés sur le terrain pour collecter des informations et les évaluer afin d'adapter la réponse opérationnelle. Au Gabon, l'enquête ouverte pour retrouver les auteurs de l'incendie de l'ambassade du Bénin donne ses premiers résultats. Pendant ce temps, la famille politique de l'opposant André Mba Obam, qui s'est éteint dimanche des suites d'une longue maladie au Cameroun, pense déjà à son remplacement. Reportage avec Paul Avogundila depuis Libreville. Jean-Claude André Mba Obam est mort à l'âge de 58 ans à Yaoundé au Cameroun où il séjournait depuis près de 2 mois. Sa mort a suscité la colère de ses partisans à Libreville qui ont incendié des véhicules et des bâtiments dont celui de l'ambassade du Bénin. Ils accusent le pouvoir de lui avoir jeté un sort qui aurait causé son décès. Pourtant, le bulletin médical du défunt atteste qu'il était atteint d'une hernie discale post-latérale aggravée par une sciatique paralysante hyperalgique. Les rumeurs les plus folles avancent le nom d'Aniléa Meillé, la tonitruante et poignante militante de l'Union nationale, comme étant la présumée incitatrice de ces violences. En attendant que l'enquête confirme cette information, les leaders de l'Union nationale se battent déjà pour qui prendra la place du défunt secrétaire exécutif. Sans parti politique, les transfuges du Parti démocratique gabonais mené par Jean Ping frappent à la porte de l'Union nationale depuis des lustres. Au cours de la réunion préparatoire aux obsèques de l'opposant disparu, Casimir Oyemba et Jean Ping ont exigé que soit abordée la question de la succession de Feu Mba Obam pour choisir un nouveau secrétaire exécutif du parti. Jean Ping se voit bien dans ce rôle pour enfin trouver une tribune légale susceptible de lui permettre de s'opposer à son rival et beau-frère Ali Bongo Ondimba. Le président actuel du Gabon a d'ailleurs envoyé dans la foulée un message à ses adversaires politiques pour le moins gigantesque de sa grande forme politique à travers cette marche pour la paix et le soutien à sa politique qui aura mobilisé plus de 10 000 personnes dans les rues de Libreville. L'aviation du gouvernement libyen, reconnue par la communauté internationale, a bombardé mercredi un camp militaire contrôlé par la coalition Phare Libye près de Tripoli. L'attaque a suscité de vives réactions, notamment de l'ONU qui a condamné cet acte. Les raids menés par l'aviation du général Khalifa Haftar ont visé un camp militaire situé à Tajoura, à l'est de la capitale. Ces frappes interviennent au moment où la communauté internationale s'apprête à reprendre les pourparlers au Maroc. Les bombardements n'ont fait aucune victime, mais il n'en fallait pas plus pour susciter la colère des Nations Unies qui qualifient cette situation d'inacceptable. It is an extremely negative move. C'est un développement extrêmement négatif et je ne vais pas me contenter de dire que c'est inacceptable. Bien sûr, c'est inacceptable, mais nous espérons qu'il y aura une enquête pour déterminer qui est derrière cette attaque. Et nous espérons qu'une explication sera apportée à la communauté internationale.
And we hope that an explanation will be given to the international community. Terrorisme, pas de contrôle aux frontières, des morts tous les jours en Méditerranée, des bombardements aériens, des conflits. Ça ne peut plus durer. Ça ne peut simplement pas durer. Les Libyens sont à bout de patience, la communauté internationale aussi. Rappelons que la Libye est morcelée depuis la fin de la révolte qui a renversé en 2011 le régime de Mouammar Kadhafi. Depuis lors, deux autorités s'y disputent le pouvoir, le gouvernement et le parlement reconnus internationalement et le gouvernement et le parlement parallèle installés à Tripoli par Fajir Libya qui contrôle une grande partie de l'ouest libyen. Fin mars, le gouvernement reconnu a annoncé une offensive pour libérer Tripoli, tombée aux mains de Fajir Libya en août dernier et mène depuis des raids contre des positions de cette coalition de milices. Suspendus depuis plus d'un mois pour favoriser les négociations de paix, les bombardements aériens contre les FARC vont reprendre. La Colombie a pris cette décision mercredi en réponse à l'attaque de la guérilla qui a tué 10 soldats et en a blessé une vingtaine. Le volte-face du gouvernement est intervenu quelques heures après l'attaque des forces armées révolutionnaires de Colombie, une des plus meurtrières depuis l'ouverture de pourparlers en novembre 2012. Lors d'une allocution solennelle entourée de l'état-major militaire, le président Juan Manuel Santos a annoncé avoir demandé aux forces armées d'annuler la suspension des bombardements sur les camps des FARC. J'ai donné l'ordre aux forces armées de lever la suspension des bombardements au camp des FARC jusqu'à nouvel ordre. L'attaque des FARC contre une patrouille de l'armée s'est produite dans la nuit de mardi à mercredi à la Esperanza, un des fiefs de la guérilla. 10 soldats ont été tués. D'après un général de l'armée, ils ont été attaqués avec des explosifs, des grenades et des armes à feu. L'incident est le résultat d'une attaque délibérée des FARC. Ce n'était pas un accident. Ils ont délibérément violé la promesse de cessez-le-feu. Ils ont délibérément violé la promesse de cessez-le-feu. Que ce soit clair pour les FARC. Je n'accepterai pas les pressions, des actes infâmes comme ça pour décider d'un cessez-le-feu bilatéral. La rébellion a de nouveau appelé les autorités à observer à leur tour une trêve armée. Les FARC ont depuis la Havane rejeté la responsabilité des combats sur les autorités. Mais le président Santos exclut un armistice avant un accord de paix définitif. L'attaque contre les militaires a relancé le camp de l'opposition au processus de paix emmené par l'ancien président Alvaro Uribe. Le président colombien Juan Manuel Santos a rendu visite aux soldats blessés par l'attaque des FARC mercredi. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Ravi de vous l'avoir présenté. Merci à vous de nous avoir reçus chez vous.